Retour à question d'actualité sur les ondes de Radio VM en compagnie de Jean-Philippe Trottier. Vous savez que la guerre entre Israël et le Hamas se lit de plusieurs façons. Une d'entre elles est le conflit entre Occident et Islam. Cela d'autant plus que le Hamas est issu des frères musulmans fondés en 1928 en Égypte, je pense. Un livre tente de refroidir les fantasmes de part et d'autre en présentant un portrait documenté. Il est signé par l'anthropologue française Florence Bergeaud-Blaclair et s'intitule « Le frérisme et ses réseaux », l'enquête. Selon elle, le frérisme musulman serait un système d'action fondé sur une vision, une identité, un plan, un projet intellectuel politico-religieux visant l'instauration d'une société islamique mondiale. Ouvrage paru chez Odile Jacob il y a un peu plus d'un an, mais toujours d'actualité. Pour en parler, Philippe Labrec, chroniqueur sur plusieurs plateformes, dont le magazine Les Affaires. Philippe, bonjour. Bonjour. Traiter des frères musulmans, il faut marcher sur des œufs, j'imagine, non? C'est risqué. Traiter l'islamisme en général, les frères musulmans font partie d'une constellation, si on peut dire, là, j'utilise les mots à peu près là, de Bergeaud-Blaclair ici, et de Gilles Kepel, d'ailleurs, qui signe la préface de ce livre, deux islamologues connus, je dirais compétents. Gilles Kepel, on l'entend tout le temps, sommité. Surtout, partout. Dès qu'il y a quelque chose avec le Hamas, les territoires palestiniens, le Moyen-Orient, c'est lui qui est très souvent sollicité. Hein. Et les réseaux islamistes en France et en Europe, donc prédicateurs jusqu'au terrorisme, salafistes, etc. Là, vous avez la liste. Je dirais que Kepel est à peu près la sommité dans tous ces domaines d'expertise. À mon avis, du moins, là, je ne suis pas un expert non plus, mais je suis la chose par intérêt intellectuel. Je voudrais que Kepel est une sommité. Bergeaud-Blaclair est une sommité elle aussi. Particulièrement avec ce livre qui a dérangé, car sa vie est en danger. Aujourd'hui, elle est sous protection policière depuis la publication du livre. Je ne sais pas si dans les derniers mois, le statut a changé, là, mais pendant longtemps, elle s'est promenée avec deux policiers. Parce qu'elle recevait des menaces de mort? Exactement. Ah oui, dis donc. Donc, Bergeaud-Blaclair a, réussi l'exploit, non seulement de décrire le plan des frères musulmans, bon, vous l'avez mentionné, là, pour l'audience créée en 1928 en Égypte par principalement Hassan el-Banna. Le grand-père de Tariq Ramadan, hein? Oui. C'est ça. Attendez, le grand-père ou l'arrière-grand-père? J'ai oublié, mais je sais qu'il y a un lien familial entre les deux. Là, j'ai oublié exactement quel est le lien. C'est le petit-fils. Oui, non, vous avez raison. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, voilà. Oui, exactement. Tariq Ramadan qui a été, officiellement ou officieusement, on sait là, qu'il a fait partie des frères musulmans, mais depuis qu'on l'a mis de côté, depuis qu'il a été mis de côté par des accusations d'agression sexuelle quelconque. Là. Je ne sais pas s'il a été reconnu coupable par la suite, là, mais on entend peu parler de lui depuis, mais ça a été une influence majeure, Ramadan et son père d'ailleurs. Le frérisme et ses réseaux, l'enquête, donc Florence Bergeaud-Blaclair, paru chez Odile Jacob en 2023. Frères musulmans et djihadistes, est-ce que ça se recoupe ou ce sont deux réalités qui se recoupent plus ou moins, qui sont séparées? Je voudrais que ça se recoupe avec une différence principale, c'est dans l'horizon temporel. Les deux, comme Bergeaud-Blaclair et Kepel dans sa préface le mentionnent, trouvent leur genèse dans la chute du califat en 1924, la disparition du califat qui était ottoman à l'époque, là, donc sous Mustafa Kemal. Turc, ouais. Est devenu turc. Exactement, qui est devenu turc. Je veux dire, Mustafa Kemal, dont Atatürk, là, qui est connu plutôt sous le nom d'Atatürk, qui crée la Turquie moderne, des cendres de l'Empire ottoman. En s'inspirant de la France, en fait. Largement, tout à fait, oui. Et donc, dans un esprit de laïcité, d'occidentalisation, met fin au califat. Les frères musulmans qui ont été créés peu après, Hassan el-Banna en particulier, c'est une catastrophe absolument gigantesque. C'est un peu comme l'équivalent que si le Vatican disparaissait, on mettait fin au Vatican. À l'Église catholique. Dans l'imaginaire, je ne suis pas théologien, mais c'est à peu près là, ce qu'on comprend. Là. C'est une catastrophe pas que spirituelle, mais civilisationnelle pour ces gens-là. Et donc, tous les mouvements revivalistes, qu'on appellerait aujourd'hui fondamentalistes, islamistes, ont leur genèse intellectuelle dans cette réaction à la fin du califat. Donc, le djihadisme d'un côté et vous avez le frérisme de l'autre ont cette même genèse. Ceci dit, comme Bergeaud-Blaclair l'a dit, les djihadistes sont pressés de rétablir le califat et le monde islamisé, si on peut dire, globalement. Tandis que les frères musulmans sont beaucoup plus patients. Ils peuvent attendre un siècle ou deux siècles, vont être beaucoup plus subtils, ils sont dans le temps long, exactement. 1979, j'avance un petit peu, révolution islamique, le 1er avril 1979, Khomeini, l'ayatollah, proclame la République islamique d'Iran. Très peu de monde avait vu ça venir, à part un certain Bernard Lewis, un islamologue britannique. Et là,
on commence à lancer des fatwas à droite et à gauche, notamment une fatwa contre l'auteur, l'écrivain Salman Rushdie pour ses versets sataniques. Ça aussi, c'est dans le bouquin, non? Oui, tout à fait. En fait, vous avez raison, en 79, c'est la création de la République islamique d'Iran. Oui. Mais en 89, vous avez trois événements principaux qui changent la donne. En 89, voilà. En 89. Vous avez bien sûr la chute du mur, tout le monde a reconnu la date. Donc, c'est la fin le mur de Berlin, pardon. D'accord, oui. Donc, c'est la fin du socialisme et du rêve communiste, on peut dire. Et donc, les mouvements islamistes dans leur ensemble, incluant les frères musulmans, voient la chose comme étant une opportunité de remplacer une espèce d'idéologie du futur. Donc, on s'est dit, le communisme, le socialisme s'écroule, le rêve s'écroule, il y a une place dans l'esprit des gens qu'on peut remplir. Absolument. De un. De deux, vous avez la fatwa, de Khomeini, l'ayatollah Khomeini en 89 contre Salman Rushdie, qui est, et ça, Blackler en parle d'une façon, je dirais, particulièrement illuminante, qui met en contexte la chose. Je crois que la majorité des Occidentaux ne l'ont pas compris. C'est que c'est une application du droit extraterritorial. Parce que, bien sûr, Khomeini est l'ayatollah, le grand chef, si on peut dire, de l'Iran, de la République islamique d'Iran. Donc, il pourrait faire appliquer une loi en Iran, bien sûr, mais le fatwa est international. Mais c'est qu'il y a deux termes en arabe. Il y a le Dar al-Islam et Dar al-Harb. Et Dar al-Islam, c'est la terre, la maison de l'islam. Donc les pays déjà musulmans sont Dar al-Islam, mais Dar al-Harb, c'est la maison de la guerre. Et donc on est dans l'extraterritorialité, donc il y a des territoires à convertir. Ben, en fait, ce que Berger Blackler dit, c'est qu'avec ce fatwa international, de facto, qu'est-ce que Khomeini fait? C'est qu'il dit que l'Europe en particulier est maintenant terre d'islam. Quand avant, elle ne l'était pas, du moins dans l'esprit, là, j'ai envie de dire, théologico-juridique du monde musulman et de l'Occident inclus. Et donc, c'est un basculement pour elle. Ça mène dans une phase d'offensive, si on veut, idéologique, là, je parle bien, et religieuse et théologique, de l'islam en Europe en particulier. Chute du mur en 89, fin officiellement du communisme de l'URSS. Il y a d'autres pays encore communistes, mais enfin, ils le sont mais le rêve est fini. En papier, oui. Le rêve est fini. Sur le papier. Fatwa contre Salman Rushdie en 89 par Khomeini. Le troisième élément de cette année-là. Peu connu au Québec, mais c'était marquant en France. C'est l'affaire des voiles de Creil. Creil, je ne sais pas si je le prononce bien. Creil, pardon. Qui est un collège, en gros. C'est un peu l'équivalent de notre crise d'accommodement raisonnable au Québec en 2007. Là, pour ceux qui s'en rappellent, avec la dame voilée au collège Vanier, Cégep Vanier, qui avait fait des demandes irrationnelles, si celle-ci s'était avérée vraie. Là, je pense qu'on n'est jamais vraiment allé au fond de l'histoire ici. Que je résume ici, il y a 3 jeunes femmes qui se présentent au collège. L'école secondaire. Leila, Fatima et Samira, paraît-il. Et voilà. Et elles se présentent voilées. Et on leur dit l'école est un endroit laïque, vous ne pouvez porter des signes religieux ostentatoires. Et elle dit c'est mon droit personnel. Et voilà, on a l'équivalent de la crise de commandement raisonnable, mais dans le système français, c'est en 89, donc bien avant ce qui s'est passé au Québec. Et il y a des alliés, des circonstances à gauche, je pense, en France, non? Absolument. Comment dire? La première chose à dire, c'est que Berger Blackler dit que ces 3 jeunes femmes qui se présentent sont instrumentalisées par les frères musulmans. Ce n'est pas un hasard, comme on voudrait le croire. Ce n'est pas qu'une question de liberté personnelle. Elles ne se sont pas levées un jour, on regarde le voile. Exactement. Donc, tout ça est orchestré, de un. Mais c'est documenté dans ce bouquin de Florence Berger Blackler, le frérisme et ses c'est très bien documenté. C'est sûr que... Bon, disons que les frères musulmans sont très aptes à faire ce qu'ils font, ce qui veut dire que c'est difficile de savoir exactement qui est un frère musulman. Souvent, comme elle le dit elle-même, on le sait seulement après qu'ils aient quitté et qu'ils critiquent l'organisation. Parce que tant aussi longtemps qu'ils en font partie, il n'y a pas de registre officiel ou du moins public. Il y a beaucoup de gens qui quittent? Quelques-uns, mais peu. Quelques-uns. Quelques-uns. Il y en a eu quelques-uns. Alors, il y a la gauche qui va... On parle d'islamo-gauchisme, un terme un petit peu fourre-tout, mais quand même, il y a un certain fondement à cette... Il y a un certain fondement, encore une fois, Berger Blackler le situe dans le temps. La fin des 2 septennats de François Mitterrand, donc c'est quand même en quoi, 95? 94 de mémoire? 95. Mène à un refondement de la gauche sociologiquement. Pourquoi? Le PCF s'est écroulé ou à peu près disparu rendu là. Parti communiste français, mes excuses. Le PS, donc le Parti socialiste de François Mitterrand, chute aussi. Il devient un PS, un post-scriptum. Libéral. Il se libéralise économiquement parlant. Tout à fait. Et donc, les classes ouvrières qui sociologiquement penchaient très à gauche, soit Parti communiste français ou Parti socialiste,
commence à glisser vers la droite, voire le Front national de l'époque est devenu le Rassemblement national aujourd'hui. Il y avait déjà eu un précédent en Autriche avec Jörg Haider. Que je connais moins. Mais tout le monde s'était absolument scandalisé que les ouvriers, le prolétaire, votaient maintenant extrême droite. Tout le monde s'est étonné. C'était plus évident. C'était évident, mais à l'époque, oui, c'était nouveau. D'accord. Et je vous dirais que la même logique, le même phénomène s'applique un peu partout en Occident maintenant. Les classes ouvrières ont glissé à droite. Mais ce que je dirais rapidement, c'est que ceci a arraché, si on veut, le socle électoral du Parti socialiste ou de la gauche. Absolument. Et les frères musulmans ont offert, en gros, le vote qu'on pourrait dire, entre guillemets, immigré, mais musulman, vraiment, en ce cas-ci, au Parti socialiste à la gauche. Et vous rappellerez qu'en 2011, le think tank ou l'Institut de recherche français Terra Nova avait publié un rapport où on officialisait en gros cette substitution du socle sociologique électoral de la gauche juste avant 2012, donc l'élection de François Hollande. Ah ben dire quel hasard. Florence Bergeaud-Blaclair, j'appelle BERGEAUD-Blaclair comme black en anglais, LER à la fin. Quelle est la thèse fondamentale de ce livre qui s'intitule « Le frérisme et ses réseaux de points enquête » paru chez Odile Jacob, Philippe Lebrec? La thèse principale, à mon avis, n'est pas surprenante. C'est qu'il y a un plan structuré, une organisation, au moins une, plusieurs, mais au moins une, dans ce cas-ci, on parle spécifiquement des frères musulmans, qui a comme objectif, je cite, d'islamiser le monde. Carrément. Mais à ceci près, c'est qu'aujourd'hui, dans le discours populaire, on pourrait penser à l'immigration de masse, on dit ces mots-là. Quand, en fait, les frères musulmans, du moins ce que j'en comprends d'après l'ouvrage de Bergeaud-Blaclair, c'est que c'est plutôt idéologique au niveau du discours, au niveau de la propagande. On islamise les esprits, la connaissance, l'espace public, l'université, les médias, notre façon de penser aussi. Et donc, pour elle, les frères musulmans sont plutôt dans cette optique, plus que dans une espèce de, disons, un remplacement démographique, la théorie s'occulte, disons-là. Oui, le grand remplacement. Exactement. Donc, mais ce que j'en comprends, encore une fois, là, basé sur l'œuvre de Bergeaud-Blaclair, c'est que c'est pas nécessairement l'axe principal ou peut-être même un axe point à la ligne des frères musulmans. Donc, c'est plutôt dans la tactique. Et ça, c'est une nouveauté chez cet auteur, non? C'est... Il y a un programme. Je dirais que oui et non. Comme j'ai dit, je crois que toute personne qui suivait un peu ces intellectuels, pour des intérêts quelconques, ce genre de mouvement, le savait. Oui. Mais ce que Bergeaud-Blaclair fait d'unique, c'est qu'elle le détaille, elle le décortique, elle nous explique la structure, les techniques, les façons de faire, avec une précision que personne n'avait fait avant. Ce qui demande beaucoup de recherche, et ça donne un bouquin de 496 pages, je pense. Islamisation de l'Europe, de l'Occident et du monde, au-delà, il y a déjà eu deux islamisations, je pense l'Espagne en 711 jusqu'en 1492, j'accélère un petit peu, et une autre par les Ottomans, au lieu d'aller vers l'ouest, par Gibraltar, l'Espagne et tout le reste, mais partir de la Turquie, Istanbul, etc. Et il y a eu deux sièges de Vienne, qui étaient la clé de voûte, si vous voulez. En 1529, ça a foiré, et en 1683, il s'en est fallu de peu pour que l'Europe bascule dans l'islam. Exact. Que l'Autriche, en tout cas. À l'époque, je crois et encore aujourd'hui, on pourrait conclure que si Vienne serait tombée, l'Europe serait tombée. C'était le dernier bastion de résistance, on peut dire. Donc, 1689 et vous avez dit la fin de l'Andalousie musulmane, fin du 15e siècle. Dans l'imaginaire frériste, représente deux tentatives, encore une fois, d'islamiser l'Europe en particulier. Et donc, la tentative actuelle que Bergeaud-Blaclair définit serait une troisième tentative. Là, pour eux, il y a une ligne historique très claire, très nette et précise, un lien qui lie ces événements. Là, il mentionne les deux premiers. Il faut dire que l'Andalousie n'a pas échoué. Là. J'allais dire que c'est deux échecs. Ça a duré 8 siècles. Exactement, c'est pas un échec. Là. Ça s'est terminé par la Reconquista. Là. On connaît l'histoire, mais et le siège de Vienne, faut se rappeler quand même que les Ottomans ont contrôlé les Balkans pendant combien de siècles? Et la Grèce. Donc, ça a été une offensive militaire qui a échoué, mais globalement, l'Empire ottoman n'a pas échoué. Là, donc, non, il a duré quoi, 4 siècles à peu près? Jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. C'est ça, voilà. Et ça a été un des grands empires du monde et de l'histoire. Là. Absolument, absolument. Donc,
Pour les fréristes, c'est simplement une continuation de cela. Là, c'est une offensive supplémentaire. C'est un livre, il nous reste 6 minutes, Philippe Labrec. Donc, c'est un livre de Florence Burgeaud-Blaclair, le frérisme et ses réseaux, enquête, paru chez Odile Jacob en 2023. Et c'est très documenté. Est-ce que c'est... On a tendance à paniquer quand on voit l'islamisme. Ouais. Alors, on panique, on fantasme. La guerre Israël-Hamas nourrit les fantasmes les plus échevelés, les plus farfelus, de part et d'autre, qu'on soit pro-Israël ou pro-Hamas, en oubliant généreusement les pauvres Palestiniens qui subissent le carnage de l'armée israélienne. Et là, on est vraiment... C'est un regard froid. Froid, mais engagé. Engagé. Dans le sens que c'est académique. Oui. C'est universitaire comme travail, c'est recherché, c'est documenté. Mais Burgeaud-Blaclair prend position dans sa conclusion, même dans l'introduction en fait. Elle a dit clairement il faut combattre le frérisme et c'est la motivation derrière cet ouvrage, c'est de le définir. C'est d'en venir à la conclusion collective que oui, ils existent, que l'organisation existe, qu'elle a des plans, ce n'est pas que des rumeurs, ce n'est pas de l'islamophobie non plus de voir la chose, ce n'est pas du racisme non plus. Il y a aussi ça, Burgeaud-Blaclair se bat contre ces accusations, encore une fois instrumentalisées, là, à son avis, j'aurais tendance à dire que c'est vrai, par certains organismes, notamment les fréristes, pour discréditer des opinions ou des analyses ou des recherches qui sont tout à fait rationnelles et valides. Donc pour elle, c'est l'objectif un peu, là. Et alors justement, donnez-nous quelques exemples. On dit que les frères musulmans, donc, ils ont une tactique, ils se dissimulent, etc. Est-ce qu'il y a des exemples concrets de cela ou c'est des suppositions? Le premier, je dirais, c'est Al Jazeera, qui est une chaîne d'information continue en bonne et due forme, on pourrait dire. Oui. La seule qui peut couvrir ce qui se passe à Gaza. Actuellement. Peut-être parce que cette chaîne a les accès qu'elle peut avoir que personne d'autre ne peut et obtenir. Qui va être fermée en Israël bientôt parce qu'elle a des bureaux à Jérusalem. Je pense que j'ai lu ça il y a 1 ou 2 jours. Ah oui, ils vont fermer le truc, oui. Pour quelle raison? Ils l'ont dit? Je crois que c'est propagande ou mensonge ou un truc comme ça, voilà. On est très polarisé dans ce cas-là. Oui, exactement. Mais d'après le livre de Burgeaud-Blaclair, c'est un relais officiel ou disons évident de la propagande frériste. D'accord. C'est simplement connecté, là. C'est pas non plus peut-être qu'ils sont influencés par. Non, pour elle, c'est un relais évident du frérisme. D'autres exemples de grugement de conquête progressive? C'est ce qu'elle appelle, et je crois que Keppel utilise un mot similaire, là, comme j'ai utilisé plutôt, la constellation. Donc, on parle d'une série d'associations. On parle d'une série de médias, Al Jazeera étant le plus évident, mais une série de sites web aussi, des prédicateurs, des universitaires, des intellectuels, des journalistes. Et le voile, surtout, non? Tout le monde a le voile en tête. Oui, exactement. C'est sûr que ils vont, elle donne l'exemple du comment elle appelle ça, c'est pas le voile féministe, ou en gros, elle dit que le discours que les fréristes ont réussi à instaurer, c'est celui que le voile est une question féministe et donc est en défense du féminisme. Oui, une femme qui décide de porter le voile, c'est sa liberté de choix. Quand en fait, en réalité, le voile découle d'une lecture rigoriste du corps, en gros. Elle dit donc, il n'y a rien de féministe à ça, mais bien sûr elle dit les frères ont été très habiles parce qu'ils ont changé le discours, donc on en vient à parler du voile, surtout dans l'espace public, comme étant une expression de liberté de la femme et donc une question féministe. Quand on dit c'est exactement le contraire, et bien sûr que les fréristes, comme Burgeaud-Blaclair l'indique, profite du fait que le voile se multiplie maintenant, parce qu'il l'encourage aussi, c'est pas encore une fois purement un hasard, dans l'espace public, c'est une expression de pouvoir, de puissance des frères musulmans, parce qu'ils en sont souvent la source, et parce que ça islamise aussi l'espace public. On va terminer là-dessus sur une dichotomie, c'est-à-dire qu'il y a deux, en tout cas en France, parce que le bouquin est sorti en France, il y a deux grands courants de pensée face à cette question des frères musulmans. Alors, il y en a défendu par Gilles Keppel, le préfacier de l'ouvrage de Florence Burgeaud-Blaclair, le frérisme et ses réseaux de enquête. On ne va pas revenir là-dessus. Mais il y a un autre courant qui voit autre chose dans le frérisme. Oui, tout à fait. Burgeaud-Blaclair nomme, je vais le nommer, là, Olivier Roy, qui est au Québec à peu près inconnu, mais qui est un chercheur dans les sphères
en ce qui a trait à l'islamisme en France. Il y a deux thèses, deux grandes thèses. La première, défendue par Keppel et Bergeau-Claclair, qui dit que l'islamisme est simplement, comme j'ai dit tantôt, un résultat, une réaction à la fin du califat et donc qui vient du monde musulman lui-même. Ça vient de l'interne, si je peux dire. Le deuxième, celui d'Olivier Roy et d'une série d'autres universitaires, plusieurs autres universitaires, et que plutôt que l'islamisme est le résultat du racisme et de l'islamophobie française, européenne et occidentale. Et donc, ça serait une réaction à cela. Donc, la source serait externe à l'islam. Donc, ces deux écoles de pensée... La colonisation, la suprématie blanche, exactement. Tout ça. Oui, tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est des termes qui reviennent constamment pour justifier, ou du moins expliquer, je devrais dire, l'avènement de ce qu'on appelle l'islamisme en Occident. Faut rappeler, en fait, que l'islamisme, le mot est purement occidental. Absolument, dans le monde musulman, soit c'est peu utilisé, ou soit c'est simplement copié du monde occidental. Il n'y a pas de différence entre... Ben, il n'y a pas de différence, mais je veux dire que c'est un peu comme si on dirait que les chrétiens les plus... orthodoxes sont chrétiens, fondamentalistes, mais ils sont comme s'ils ne seraient pas chrétiens, ce qu'il faut, on sait très bien. C'est simplement une version de la religion qui diffère de d'autres. Hein. Philippe Labrec, je dois vous interrompre. Malheureusement, c'est la fin de l'émission. Vous nous parliez de ce livre de Florence Blaclair, à Burgeot-Blaclair, paru chez Odile Jacob, Le frérisme et ses réseaux, l'enquête. Merci beaucoup. On vous retrouve dans pas trop longtemps. Merci à vous. Allez, au revoir. C'est la fin de l'émission. Demain, l'absolu politique dans le nationalisme québécois et la semaine politique québécoise et canadienne. À la régie, Daniel Fortin. Ici Jean-Philippe Trottier. Je vous dis merci et à demain.